Pour les fonds de venture capital, un des moyens de sortie du capital des entreprises qui appartiennent à leur portefeuille est de les introduire en bourse. Ces introductions ont-elles des qualités particulières? Megginson, Melles, Sampagnaro et Verdoliva s'attachent dans une étude publiée par le Journal of Corporate Finance à montrer que les firmes financées initialement par des venture capital sont moins exposées au risque de défaillance après leur introduction en bourse. Quelles en sont les raisons? Meilleure sélection initiale et ou meilleur suivi et conseil dans leur développement postérieur. Pour répondre à ces questions, ces auteurs étudient l'ensemble des IPO réalisés sur les bourses américaines entre 1990 et 2007. Leur échantillon porte sur 1593 introductions, dont 438 concernaient des entreprises supportées par des fonds de venture capital. Les opérations et leurs caractéristiques ont été identifiées à partir de la base Thomson ONE. Les données financières et comptables proviennent essentiellement de la base CompuStat. Des données plus factuelles, comme l'identification de l'âge des firmes, ont été collectées à la main à partir de Factiva. Les auteurs utilisent 4 indicateurs de défaillance. Le Z'' score de Altman, publié en 1995, le ZM score de Zbignieski, publié lui en 1984, le O-score de Olson, datant de 1980, et un ratio comptable capitaux propres sur actifs totaux. Les 3 premiers sont des combinaisons linéaires de ratios comptables. Par exemple, pour le Z d'Altman, à partir des ratios fonds de roulement, réserve et EBIT divisé par le total actif, et capitaux propres sur le total des dettes. Le ratio Z de Altman et le ratio de capitaux propres sont des indicateurs de bonne santé. Plus la valeur est élevée, plus le risque est faible. Alors que les scores ZM et O sont des indicateurs de faible santé financière. Valeur élevée, risque fort. Concernant l'impact des venture capitals sur le risque de défaillance ultérieure des firmes qu'ils ont portées jusqu'à leur introduction en bourse, les auteurs privilégient d'abord les différences entre les IPO supportés par les venture capital et les autres. Ils s'attachent ensuite à différencier les effets de la présence d'un venture capital en distinguant, par exemple, les venture capital attachés à un groupe bancaire et ceux indépendants, ou encore les venture capital à réputation élevée sur les marchés et ceux à réputation plus faible. Enfin, ils tentent de séparer les effets dus à une meilleure sélection initiale des firmes et ceux liés à leur présence aux côtés des managements. Les auteurs recourent à de nombreuses comparaisons entre les moyennes ou médianes des différents scores en fonction des populations concernées. Ils procèdent aussi à de nombreuses études multivariées. Le modèle de base est un modèle de régression où la variable dépendante est une des 4 mesures de risque et la variable indépendante une variable muette de présence d'un venture capital, éventuellement d'une qualité particulière. Des effets fixes par État, secteur et année sont également introduits. Au sein de la seule sous-population d'IPO soutenue par des venture capital,
plusieurs études sont aussi proposées pour mettre en évidence les effets de réputation des venture capital et distinguer leur rôle en matière de sélection et en matière de suivi. Ainsi, Megilson, Meles, Sampagnaro et Verdoliva mettent en évidence que les firmes qui ont été financées au niveau de leur capital par des venture capital ont un risque de défaillance postérieurement à leur introduction plus faible que les autres. De plus, l'effet est plus marqué si le venture capital est affilié à un groupe bancaire. Par ailleurs, cette baisse du risque de défaillance est à la fois le résultat d'une meilleure sélection initiale des firmes et de tous les supports financiers et non financiers procurés par les venture capitalistes. Mais ce qui peut paraître encore plus paradoxal, le risque de défaillance est relativement plus fort pour les IPO supportés par les venture capitalistes qui disposent de la réputation la plus élevée. Selon les auteurs, la raison ne tient pas à des performances opérationnelles plus faibles, mais au fait que ces venture capitalistes acceptent de financer des firmes plus gourmandes en immobilisation et en conséquence plus financées par de la dette. Au total, cette étude apporte des éléments de réflexion intéressants aux régulateurs financiers. On pourrait craindre que les venture capitalistes professionnels cherchent à abuser de la crédulité des investisseurs au moment de leur sortie et de l'introduction des titres en bourse, en proposant en particulier les firmes les plus exposées au risque de défaillance. Au contraire, il apparaîtrait que l'industrie du venture capital apporte un élément de stabilité au marché financier.